Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri. Bienvenue à Opinion qui reçoit ce dimanche Jacques Habib Sy, directeur exécutif d'Aide Transparency et professeur en communication. Monsieur Sy, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis très honoré de partager avec vous ce plateau ce soir. Voilà, c'est une fierté partagée. L'actualité, c'est cette violence qui s'empare de l'espace politique à une petite semaine de la présidentielle. Le M23 se radicalise, le pouvoir campe sur ses positions. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ce qui arrive au Sénégal est à peine croyable parce qu'on a toujours cru que ce qu'on appelait la vitrine démocratique sénégalaise était une vitrine un peu surfaite, un peu mal maquillée. On a l'impression que le système est comme une belle qui a perdu son jupon, excusez-moi l'allégorie, et qui a perdu tout son maquillage maintenant et qui montre toute sa laideur. Je crois qu'il est absolument inacceptable que les lieux de culte puissent être profanés de façon si récurrente. N'oublions pas en effet que la cathédrale du souvenir africain a été, il n'y a guère, le théâtre de situations similaires où des bombes lacrymogènes ont été balancées parmi une congrégation de fidèles à la recherche d'un des leaders politiques du moment. Ce qui s'est passé avant-hier, par contre, est d'une extrême gravité parce que cela prend place à la suite d'un chapelet de morts. Il y en a 7 qui sont directement liés, disons, aux violences policières. La police utilise, disons, des moyens sans commune mesure avec, disons, le degré de gravité, n'est-ce pas, des délits, s'il y en a, qui sont reprochés aux manifestants. Il n'y a aucun délit, en fait, puisque la Constitution très clairement dit qu'en n'importe quel point du territoire national, on peut manifester, appeler les gens à manifester. Et actuellement, du fait qu'il y a tout ce chapelet de morts, je pense que pour rétablir un peu le calme, il y a des mesures qu'il appartient seul au chef de l'État de prendre à l'heure actuelle. Oui. Ces mesures peuvent être les suivantes, à mon avis. Premièrement, il faudrait que M. Ousmane Ngom soit démis de ses fonctions immédiatement. Ah oui. Je crois que cela... Mais parce que M. Ousmane Ngom, d'abord, a 7 morts sur les bras, tout de même, avec une police extrêmement brutale, des engins presque de guerre, j'allais dire. Est-il le seul responsable de cette situation? Il n'est pas le seul responsable et c'est pour ça que nous tenons également responsable celui qui lui donne ses ordres, c'est-à-dire son chef supérieur qui est le président de la République, puisque M. Ousmane Ngom est un ministre d'État. Je crois que tous les deux devraient être appelés à démissionner. Je crois que c'est cela même la décence. Dans le cas de Ousmane Ngom, cela devrait prendre effet immédiatement. Cela ne devrait souffrir d'aucune sorte de négociation, que ce soit au sein des congrégations religieuses ou ailleurs. Deuxièmement, les policiers ou les gendarmes, en tout cas les hommes qui se sont rendus coupables de sécurité, qui se sont rendus coupables de tels crimes, en tirant à bout portant dans le cas du ministre Ibrahima Fall sur les manifestants qui étaient totalement désarmés, les blessants. Je crois que là aussi, il faudrait demander que tous les policiers qui ont fait des exactions qui s'apparentent à des crimes, n'est-ce pas, presque des crimes de guerre, puissent être immédiatement exclus de toutes les forces de police et de toutes les forces de l'armée et qu'il n'ait plus aucune possibilité qu'ils soient radiés et que ensuite la justice suive son cours puisqu'ils sont justiciables, n'est-ce pas, de crimes qui relèvent du code pénal. Je crois que ça, ce sont des mesures conservatoires immédiates, mais le grand problème, M. Pierre-Edouard Faye, c'est la situation engendrée par le chef de l'État lui-même, par sa façon extrêmement brutale, n'est-ce pas, d'aborder la chose politique et de traiter l'opposition extrêmement républicaine, extrêmement patiente, extrêmement conviviale qu'il a eu devant lui au cours de toutes ces années passées. Oui, Ousmane Ngom semble être le coupable idéal, mais que dire alors de l'opposition qui a bravé l'interdiction de l'autorité à marcher ou bien à manifester? Parce que dans ce cas présent, si l'on veut vraiment être objectif, il faut reconnaître que l'opposition
on lui a opposé une fin de non-recevoir à chaque fois qu'elle faisait des manifestations là où elle croyait devoir les mener. Par exemple, vous vous rappelez que à la place du 23 juin maintenant, comme on l'appelle, la place de l'Obélisque, à plusieurs reprises, on a tenté de leur interdire de se réunir. Donc, il y a cette tendance vers l'interdiction plutôt que d'accompagner les manifestations. Je crois que ça, c'est la première. C'est des interdictions très souvent motivées. Hein. On parle de risque de trouble à l'ordre public, notamment. Écoutez, je ne sais pas comment ils mesurent ces risques-là, mais me semble-t-il, il est préférable, plutôt que de prendre 400 policiers et de leur demander de balancer des grenades lacrymogènes sur les têtes d'innocents citoyens, qu'il est préférable de prendre une centaine qui puissent les accompagner de façon beaucoup plus digne, de façon à laisser les expressions les plus plurielles, n'est-ce pas, s'exprimer au niveau de la scène politique. Oui, maintenant, comment en est-on arrivé là? D'où est-ce que cette violence tire-t-elle ses sources, à votre avis? À mon avis, elle tire ses sources de différentes façons. Premièrement, il y a la violence évidemment politique que nous venons de décrire. En dehors de la violence politique, il y a le fait quand même qu'il y a eu une série d'agressions. Ces agressions, c'est caillassé, comme on dit dans la presse, les véhicules des leaders. Deuxièmement, c'est aussi... Wade en a été victime. Wade lui-même en a été victime. Monsieur Ousmane Tanordien lui-même en a été victime. Et tout à l'heure, il y a à peine une demi-heure, quand nous montions sur le plateau, je crois que monsieur Alioune Tine et monsieur Mamadou Lamine Diallo ont été également agressés en allant à la Zaouïa. Ils se sont plaints de ce qu'ils ont reçu directement à l'intérieur du véhicule, une grenade lacrymogène qui a fait voler en éclats leurs vitres. Donc voilà la spirale de la violence sur le front politique. Sur le front économique, il y a eu quand même vraiment beaucoup de violence. Et l'un des phénomènes qui a été le plus décrié, c'est la situation dans laquelle s'est trouvé M. Baratal lorsque son entreprise a été détruite. Il y a aussi le fait que M. Wade s'en est pris de façon très violente aussi disons, des sociétés qui étaient données gagnantes. Il y a eu la Sonatel, il y a eu les ICS. Il n'y a pas une seule société qui a été donnée gagnante dans les temps sous le magistère socialiste et qui n'ait pas fait l'objet d'attaques les plus odieuses de la part du chef de l'État et qui se sont soldées maintenant par un appauvrissement extraordinaire de la société sénégalaise. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, les tendances décrites par les organisations internationales disent que nous avons un index humain sans doute l'un des plus pauvres de la planète. Nous sommes les derniers de la liste, comme toujours, et que, par ailleurs, notre population s'est appauvrie à hauteur de 63% d'une pauvreté extrême, c'est-à-dire qui se signale par l'impossibilité d'avoir plus d'$1 par jour, sans parler des formes de pauvreté qui sont ignominieuses, véritablement, qui me rappellent un peu les scènes décrites par Dostoïevski ou bien Victor Hugo même, dans des scènes qui prenaient place au XIXe siècle. Donc, vous êtes en train de dire que la violence n'est pas seulement physique ou verbale, elle est aussi économique. Elle est aussi économique. Elle est économique et elle est institutionnelle aussi. Elle est institutionnelle en ce sens que toutes les institutions sont mises à la disposition, et c'est en ce sens qu'on peut parler de quasi-dictature, à la disposition d'un seul homme, qui nomme à tous les postes civils et militaires, et qui défait les gens, bien sûr. Comme le lui permet la loi. Comme le lui permet la loi, exactement. Mais c'était une constitution sur mesure qui avait été décriée, mais mollement, malheureusement, parce que à l'époque, dans l'euphorie générale, on a entendu quelques petites voix, hein, pas des petites voix, mais disons quelques voix isolées, dont celle de M. Dansokho, à l'époque celle de Feu Mamadou Dia, qui ont été très virulents dans la dénonciation d'une constitution qui permettait l'existence d'un quasi-monarque à l'intérieur de l'espace exécutif et présidentiel. Donc je pense que nous avons commis des erreurs, et aussi il faut dire que l'attentisme dont s'est rendu coupable l'opposition
qui à l'époque était dans Beno, a pris 2 ans à 3 ans, n'est-ce pas, dans ce salon de M. Dansokho, à discuter. On aurait dit qu'il voulait une architecture institutionnelle, politique, électorale parfaite, n'est-ce pas, et construire l'unité, etc. Mais certains de ces acteurs-là étaient évidemment de mauvaise foi et savaient que nous allions évidemment vers l'échec. Pourquoi à ce moment-là n'avons-nous pas pris les devants, l'opposition du moins, pour pouvoir en tirer toutes les conclusions, laisser les gens s'exprimer et négocier pour qu'au cours d'un deuxième tour, n'est-ce pas, parce que nous allons inéluctablement vers un deuxième tour, qu'on puisse... Parce que Wade, lui, il raisonne en premier tour, avec 53%. Non, c'est mathématiquement impossible, parce que Wade n'a jamais été comptable que de plus de 25 à 30%, si on est vraiment généreux, n'est-ce pas, des suffrages. Et aujourd'hui, je crois que sa popularité est au plus bas. Il n'y a aucun doute pour des observateurs comme nous autres, parce que nous sommes dans toutes les sphères de la société, et nous allons dans le Sénégal profond pour nous rendre compte qu'il n'y a pas un segment de la société qui n'ait des remontrances, et des remontrances très profondes, très sérieuses. Est-ce qu'il peut tirer cette idée alors de remporter l'élection? Mais parce que je crois que, comme tous les dictateurs, M. Wade surfe sur des nuages. Son projet, qu'on a décrit comme un projet de monarchique, n'est-ce pas, pour mettre son fils à la place, comme l'ont fait certains chefs d'État. Mais c'est un projet qui, disons, le tenaille de façon presque obsessionnelle. Et je crois toujours, il ne l'a pas abandonné. Ah non, jamais. Je crois que les actes qu'il pose tous les jours montrent qu'il ne l'a pas abandonné. Il a envoyé au charbon son propre fils auprès de Sarkozy pour faire le pied de grue à l'Élysée et se faire recevoir pour pouvoir... Ce n'est pas Sarkozy qui est élu un président africain. Exactement. D'une part. Mais d'autre part, il faut noter tout de même que le président Wade est un cas quand même, avec tout le respect que je lui dois, presque un cas d'école. Il me souvient qu'il y a quelques années, lorsqu'il discutait, ou c'était en 2000 je crois, quand il avait appelé la société civile à l'aider à piloter un nouveau code, un nouveau... projet de constitution. Non, un nouveau paysage audiovisuel. Nous sommes tous venus, évidemment, j'ai été reçu. Et en entrant dans son bureau, j'avais été frappé par un détail. Quand vous entrez dans son bureau, j'ai vu, je ne sais pas si le tableau s'y trouve encore, un grand tableau, c'est une peinture à l'huile, dans lequel on montre Wade comme Moïse sorti des eaux. Il franchissait allègrement une mer qui s'ouvrait devant lui avec d'énormes vagues et il avançait. Voilà comment il se voit, comment il se décrit. Avec le peuple israélien derrière lui. Et comment il s'accepte. Voilà. Donc c'est l'idée du Messie, c'est l'idée prophétique, c'est un peu des concepts extrêmement dépassés et en tout cas presque vulgaires, disons, de la démocratie. Oui, on a toujours cru que les Sénégalais étaient non violents, mais est-ce qu'on peut remettre en cause cette hypothèse à la lumière des événements? Ah non, cette hypothèse doit être totalement remise en cause parce qu'elle part de prémices qui sont fausses. Si vous vous rappelez, quand il y a eu ces échauffourées entre le Sénégal et la Mauritanie, entre les vendeurs de boutiques qui étaient un peu partout à l'intérieur du territoire national, et les exactions un peu racistes, disons-le, compte tenu de l'esclavagisme qui règne en Mauritanie, et qui ont fait qu'il y a eu un dérapage en Mauritanie même. La réaction du peuple sénégalais ne s'est pas fait attendre. Et des gens qu'on disait totalement pacifiques n'ont pas hésité à égorger en masse un certain nombre de ces morts blancs. Donc, vous savez, les démons de la violence peuvent surgir à tout moment. Je donne toujours l'exemple de la Sierra Leone, que j'ai bien connu, que je couvrais parfaitement, et où tout d'un coup, ce peuple qui était décrit comme le peuple le plus soumis, le plus doux de la terre, a connu, n'est-ce pas, les affres d'une violence sans nom dans notre sous-région. Donc personne n'est à l'abri, et le Sénégal encore moins. Je rappelle encore une fois qu'en 63, par exemple, il y a eu des élections législatives extrêmement violentes qui se sont soldées par 50 morts, chiffre officiel, 100 morts, disait l'opposition à l'époque. Donc ce chapelet de
de violence-là, qui a émaillé tout le temps la contestation électorale au Sénégal, qui remonte à Blaise Diagne dans le temps, hein, et qui s'est étiré aussi avec Lamine Gueye, Senghor, et au-delà entre l'UPS et le PRA Sénégal. Donc cette violence a toujours existé et il y a toujours eu des prisonniers politiques, des gens qui ont été jetés en prison. Et vous l'avez dit tout à l'heure, cette violence a atteint cette fibre sensible qu'est la religion depuis la profanation de la Zawiya El Hadj Malick Sy vendredi dernier. Là, avez-vous l'impression qu'on a atteint le fond? Nous avons atteint le fond. Parce que imaginez, Pierre-Édouard, une seule seconde, que ces événements puissent se passer à Touba. Je crois que la réaction, la nature de la réaction qu'on aurait eue aurait été supérieure en termes de violence à celle à laquelle nous avons eu affaire ici. Et comment l'expliquer? Il faut l'expliquer par le fait que le niveau, peut-être la culture, disons, qui emprunte ces deux communautés religieuses, et même on peut aller jusqu'à comparer avec la communauté chrétienne, la communauté catholique en particulier, qui est une communauté minoritaire, mais qui a toujours su, disons, se comporter de façon beaucoup plus, disons, réservée, disons-le comme ça, lorsque elle a eu affaire à des phénomènes aussi violents. Mais je crois qu'actuellement, nous avons atteint le fond, donc, et il est temps que, compte tenu de la gravité de la situation, et pour éviter que cette violence vraiment ne s'étende à des secteurs encore plus importants, que des mesures conservatoires soient prises immédiatement par le président Abdoulaye Wade et qu'on annonce la démission de Ousmane Ngom. Il me semble que tant que Ousmane Ngom sera aux commandes du processus électoral, qu'il n'y aura pas de possibilité de se sortir du contentieux électoral qui est en train de s'annoncer. Mais Ousmane Ngom, lui, il reçoit des ordres, hein, il a un supérieur. C'est vrai, mais comme dans tout système, il faut qu'il y ait des gens qui payent. Et en l'occurrence, il faudra qu'il paye immédiatement. Mais parce que à cause du zèle, hein, presque, j'allais dire, machiavélique, avec lequel il a réprimé, n'est-ce pas, le mouvement démocratique dans son ensemble. Mais quant au président Abdoulaye Wade, je crois que c'est une question éminemment politique. Il a atteint un âge et il bénéficie quand même d'une capacité intellectuelle qui lui permet encore de faire preuve de discernement. D'aucuns ont dit que l'une des raisons pour lesquelles il s'est cabré sur son système, c'est parce qu'il y a eu tellement de crimes de nature économique, tellement de crimes de sang, qu'il aurait peur que quelque part, une cour pénale ne le rattrape, quelque part dans le monde, parce que personne n'est plus à l'abri de rien du tout. Il y a eu des acteurs politiques et civils qui ont offert de faire en sorte qu'il ne soit pas violenté. Il faut le rassurer. Qu'il soit rassuré et en lui donnant évidemment des gages pour cela. Mais M. Wade a ri de cela. Vous avez vu comment il a tourné en dérision cette offre et même à continuer d'attaquer l'opposition en disant que ce sont des poltrons, qu'ils n'osent pas l'affronter, etc., etc. Donc c'est un langage éminemment guerrier qu'il a mis en avant jusqu'ici. Jusqu'où cela pourra-t-il aller avec l'arrivée du président Obasanjo? On va en parler tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc il me semble que, pour reprendre votre expression, Pierre-Édouard, que nous avons atteint le fond, que la situation est grave. Elle n'a jamais été aussi grave. Je crois qu'à part le coup d'État de 1962 et les événements de 1963, dont certains des acteurs sont ici, dont le président Amadou Mahtar Mbow, Abdoulaye Ly, etc., il n'y a pas eu d'événement plus grave sur le front politique au Sénégal. Et maintenant, comment sauver le guerrier Wade? Ou bien vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour? On a atteint un point de non-retour. Vous êtes aussi pessimiste que ça? Je suis pessimiste parce que la seule alternative qui devrait pouvoir s'offrir à Wade en tant que président de la République, en tant que chef de l'État, c'est de quitter dignement la scène. Parce qu'il a atteint un âge, très franchement, presque 90 ans, où on ne brigue plus des suffrages tout de même.
On l'a dit, on lui a dit, faites un effort sur vous-même, vous dites que vous êtes un croyant, hein, prenez votre satala, prenez votre tapis de prière et allez vous consacrer à la méditation. Mais ne restez pas à briguer des suffrages avec vos petits-enfants. Ça, c'est une première donnée. Évidemment, l'âge, on peut toujours en discuter parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire des personnes assez âgées. On cite les cas de Tito, de Mao Tse-tung, etc. Mais tous ces personnages-là, à l'époque, on n'avait pas eu encore cette explosion médiatique que nous avons à l'heure actuelle. Mais pour ceux qui les connaissent vraiment, qui ont étudié leur histoire, quelle que soit l'aura révolutionnaire ou autre avec laquelle on les a entourés, ont fait des frasques en leur temps. Pourquoi crier Haro sur Wade quand on sait que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature? Il n'en est pour rien, lui. Parce que, Pierre-Édouard, le Conseil constitutionnel est partie du problème. Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui est une décision, je dirais, pardonnez-moi le terme, assez lâche. Elle est même inconcevable. Parce que pour qui a connu... Il a dit le droit, le Conseil constitutionnel. Il s'est détourné du droit. Parce que pour qui connaît l'histoire du Conseil constitutionnel, ici même, mais surtout chez le voisin ivoirien, avec les conséquences incalculables qui s'en sont suivies, et tragiques malheureusement, ils n'ont eu que, n'est-ce pas, de prendre une décision qui, savent-ils, n'est-ce pas, va nécessairement déboucher sur un énorme contentieux, sur des violences électorales et post-électorales, et de toute façon va déboucher sur le fait qu'eux-mêmes ne pourront pas échapper à cette bourrasque-là, parce que j'imagine mal, lorsque un gouvernement arrivera, que ce Conseil constitutionnel peut rester en place, parce qu'il a été entièrement nommé par Wade. Mais là où ils sont condamnables, c'est qu'ils ont accepté les prébendes que leur offrait Wade. 5 millions de francs CFA, n'est-ce pas, de sursalaire, sans compter des limos. Et ensuite, on a parlé de maisons qui leur auraient... Parce que ces avantages ont influé sur la décision du naturellement, et on parle même d'autres types d'avantages dont on n'a pas fait cas dans la presse. Par conséquent, on peut parler d'un cas de corruption active, n'est-ce pas, de ces hommes qu'on aurait pu croire de loi, mais qui en fait ont enfreint la loi et sur lesquels de toute façon maintenant on ne peut plus avoir confiance en ce Conseil constitutionnel. Pourtant, le Conseil constitutionnel va donner le résultat des élections. Eh bien voilà, c'est un des problèmes. C'est pour ça que je dis inéluctablement et inexorablement, nous allons vers le mur. Avec la démission de Wade, cela pourrait nous éviter d'aller vers ce mur. Parce qu'il risque d'être sanglant, comme le montrent, n'est-ce pas déjà, tous ces morts-là qui ont émaillé le passage en force de M. Wade à travers ce qu'on appelait le coup d'État constitutionnel. Il faut également que l'opposition prenne conscience de ce que son émiettement ne fait qu'arranger les forces obscures qui sont tapies derrière M. Wade et qui elles-mêmes ont peur. Je crois que c'est un sentiment de peur qui les habite parce qu'ils savent parfaitement que le départ de Wade signifie non seulement la fin de leurs avantages indus, n'est-ce pas, de la corruption, des scandales, etc. Parce que tout de même, M. Faye, depuis que ces gens-là sont venus au pouvoir entre 2000 et maintenant, il y en a qui n'avaient même pas des savates, qui n'avaient que des savates trouées et qui se baladent maintenant avec un poste de ministre d'État, ou bien qui se baladent en ayant 2 maisons, 3, n'est-ce pas, en se baladant d'un empire à un autre, etc., qui ont des actions en bourse, etc., etc. C'est inacceptable. Donc, ils se sont enrichis de façon éhontée et il faudra bien qu'ils rendent compte. Mais avant qu'on en arrive là, je crois que le bon sens voudrait vraiment que M. Abdoulaye Wade ait pitié de son peuple, vraiment, respecte son peuple plutôt, et décide, n'est-ce pas, la tête haute, de quitter, c'est un peu tardif d'ailleurs, de quitter la tête haute, le pouvoir, mais au moins pour ce qui pourrait lui rester de dignité, de quitter le pouvoir, parce que sinon, la bourrasque va lui être fatale. Oui, la classe politique est responsable de cette situation, si on vous comprend bien, mais que dire également de la société civile qui n'a pas réussi à proposer une alternative citoyenne crédible? Il faut reconnaître que la société civile a fait beaucoup dans ce pays.
une fois, nous étions en train de discuter et nous nous sommes rendus compte que depuis l'existence de la société civile, ici, dans les années 70, mais encore plus à partir des années 80, les années d'ajustement structurel, les années de braise, la société civile, quand même, a réussi à, intensifier la lutte pour la conscientisation, pour les droits civiques, mais aussi pour les droits politiques. Mais la société civile ne peut pas se substituer aux partis politiques dans l'éducation des jeunes, l'éducation des gens qui sont dans les partis. Cela leur revient. Il faut qu'on sache, il n'y a plus d'éducation politique. Prenez la plupart des jeunes qui sont dans les partis politiques. Est-ce qu'ils savent à quelle idéologie, groupe idéologique ils appartiennent? Est-ce qu'ils savent quelles sont vraiment les données de base qui caractérisent l'économie nationale? Les fameuses écoles du parti, oui, les écoles du parti ont été pratiquement liquéfiées, elles sont dissoutes. Et cela, disons, est indicatif de la crise de notre système, de financement de l'activité politique. Il faut, nous l'avons déjà dit dans plusieurs rapports, qu'il y ait vraiment une refonte totale du système à travers lequel les partis politiques ont droit, n'est-ce pas, d'avoir une manne qui viendrait du budget public pour faire face à leurs obligations et que la démocratie puisse s'affermir. Mais auparavant, il va falloir qu'on quitte ce syndrome des 150, 160 partis pour un petit pays comme le Sénégal. Ça n'a aucun sens. Oui, nous allons toujours situer les responsabilités. Quelle est la part de responsabilité des organisations religieuses qui ont, pour la plupart, laissé pourrir la situation? C'est une situation que nous avons héritée, là aussi, il faut le reconnaître, de la colonisation. C'est le colon français qui, le premier, a commencé à avoir un commerce, disons, qui tendait à faire en sorte que les organisations religieuses puissent être manipulés, en partie puissent être domestiqués, etc. Ceux qui ne pouvaient pas être domestiqués, nous les connaissons, ils ont été pris, envoyés en exil, très loin d'ici, et puis je crois que d'autres ont pu également même périr de façon violente, c'est le cas de Maba Diakhou, ainsi que d'autres. Donc je pense que c'est pas un phénomène nouveau, mais il s'est installé dans le temps quand il y a eu, disons, ce dualisme entre le parti de M. Senghor et le parti de M. Lamine Gueye, le BDS et le PS à l'époque. Et ensuite, quand avec l'apparition du PDS à partir des années 70, je crois que ce phénomène s'est accentué parce que en effet les marabouts, n'est-ce pas, les organisations religieuses étaient devenues un havre à partir duquel on pouvait capter une très grande partie de l'électorat qui était entièrement soumis aux desiderata du marabout. On avait parlé de Nigel à l'époque. Mais aujourd'hui, la conscience religieuse, mais aussi sociale et politique, est telle que le fidèle ne se définit plus seulement de façon exclusive en tant que fidèle, en tant qu'être religieux. Il se définit aussi en tant qu'être social, c'est-à-dire en tant qu'être à la fois politique et civique. Et c'est en ce sens que toute tentative d'imposer un Nigel, de toute façon, serait vouée à l'échec parce que personne ne l'accepterait. On l'a vu hier et avant-hier à l'occasion de l'agression dont la Zaouïa Hadj Malick Sy a été l'objet. On a vu que les jeunes, et même hier à Tivaouane, quand le ministre de l'Intérieur a été pris à partie, tenu en otage par les manifestations, qu'ils n'ont pas immédiatement déféré aux injonctions de l'hôte des lieux. Oui, pourtant, paradoxalement, on voit Wade beaucoup jouer sur ce registre, le registre confrérique. Là, il espère toujours du Nigel de la part des Oui, mais je crois qu'il n'a plus de Nigel partout. Je crois que les carottes sont cuites pour M. Wade. Même à Touba, on a dit très clairement, et le marabout ne s'en est pas caché, le khalife général, pardon, qu'il ne donnait aucun Nigel et qu'il appartenait aux fidèles, n'est-ce pas, d'exercer de façon souveraine leur droit de vote. Oui, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu Wade dire qu'il ne peut pas mettre Touba sur le même pied que les autres?
qu'il affiche sa préférence pour Touba? J'étais affligé d'entendre de pareilles sottises, parce que le Sénégalais ne mérite pas cela. Par définition, le Sénégalais est extrêmement tolérant. Moi-même, j'en suis l'expression. Je suis d'une famille dont la mère était chrétienne, catholique, et le père musulman. Nous avons une famille de 8. Certains sont chrétiens, d'autres musulmans. Et moi-même, je suis musulman, et nous avons toujours vécu dans la plus grande affection les uns vis-à-vis des autres. C'est cela le Sénégal. Hein? Et je crois que personne ne suivra M. Abdoulaye Wade dans cette voie. Je crois que chaque fois qu'il tentera cela, il ne fera que hâter sa descente aux enfers. Et quel rôle ces marabouts peuvent-ils encore jouer, ou bien vous pensez qu'ils sont disqualifiés? Ils ne sont pas disqualifiés, parce que quand même ils ont un pouvoir assez important sur la conscience des fidèles, sur la conscience, parce que les confréries marchent comme cela, les Zaouïas marchent comme cela. On a un énorme respect pour le guide religieux, pour tout ce qu'il représente, et parce que c'est aussi un constructeur de conscience, et de conscience sociale en particulier. Et donc, à cet égard, il me semble qu'il est temps que les marabouts, les guides religieux, prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, j'ai entendu un discours très vigoureux sur les antennes d'une des radios de la place, où, à l'occasion d'une des prêches, le prêtre qui disait l'homélie n'a pas hésité à condamner le mensonge, la tromperie, la duperie comme forme de gouvernance, et à condamner également la violence dont le pays a été le théâtre au cours des jours passés. Je crois que c'est un langage de responsabilité comme cela que l'on attend de tous les guides religieux, et surtout qu'ils exigent, n'est-ce pas, que M. Wade arrête immédiatement, que son ministre de l'Intérieur soit démis, et que lui-même quitte le pouvoir, et qu'il laisse le soin à une équipe qu'on peut rapidement mettre en place pour que les termes, n'est-ce pas, des prochaines élections. Tant sur Ousmane Ngom? Et Wade, j'ai bien dit Wade, je le signale encore une fois, je crois que tous les acteurs politiques sont d'accord là-dessus, et ainsi que les acteurs civils qui sont dans le M23, dont je suis l'un des signataires, sont d'accord pour que M. Wade s'en aille. Mais nous voulons que M. Wade prenne maintenant vraiment la mesure des choses, qu'il sente que véritablement il est temps de s'en aller du pouvoir, avant qu'il n'en soit chassé comme l'ont été tant de dictateurs avant lui. En tout cas, la communauté internationale, ou bien la communauté nationale, semble atteindre ses limites objectives dans la recherche de solutions. La CEDEAO propose ses services. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, a été désigné pour jouer les rôles de médiateur. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que toutes ces initiatives sont bienvenues. Celle visant à demander au président Obasanjo d'utiliser son expérience et sa fréquentation avec le président Abdoulaye Wade, qui n'a pas toujours été une fréquentation des meilleures d'ailleurs. Elle a été un peu rugueuse parfois. Mais au fond, on se base sur sa propre expérience à lui, M. Obasanjo, qui est un militaire de formation, c'est un général très gradé, mais qui, lorsqu'il a fini son second terme, a eu cette tentation, n'est-ce pas? Il a voulu forcer un troisième mandat. Voilà, qui consistait à ne pas s'en aller, jusqu'à ce qu'il ait compris que ce n'était pas possible, qu'il ne pouvait pas mener son peuple à l'abattoir, rien que pour rester. Est-ce qu'il est bien placé pour faire la leçon à Wade? Mais précisément, à cause de son expérience unique, il me semble qu'il peut effectivement montrer à Wade les dangers réels qu'il encourt, lui, sur sa personne et sur sa famille, et donc qu'il valait mieux prendre les devants pendant qu'il était encore temps. Oui, pour dire quoi aux acteurs politiques? Mais pour dire aux acteurs politiques d'utiliser quand même le maximum de restraint, c'est-à-dire de jugement, de faire en sorte que les acteurs politiques soient immédiatement prêts pour lui aménager un corridor de sortie, une sortie honorable,
une fois que cette sortie aura été aménagée, de maintenir en l'état le calendrier électoral, parce que sinon ça risque de devenir un autre contentieux. Il y a des candidats qui ont dit et redit qu'ils entendaient aller aux élections immédiatement et qu'ils n'entendaient pas qu'on déplace les dates électorales. Oui, mais une solution est-elle possible en une semaine? C'est le temps assez court qui nous sépare des J'en doute fort. Oui. J'en doute fort. Et alors, à ce moment-là, nous aurions le scénario où M. Wade s'entêterait. Il y aurait deux possibilités. Possibilité A, c'est que le pays s'embrase davantage, ce qui est probable. Et on ne sait pas jusqu'à quel point il va s'embraser et où cela va nous mener. La deuxième option, ce serait que immédiatement on puisse véritablement avoir affaire à un sursaut de prise de conscience, etc., et que les acteurs politiques se mettent d'accord pour aménager un temps de sortie de crise qui doit être nécessairement très court. Je crois qu'il y a des constitutionnalistes, il y a des chefs de parti qui ont donné des solutions, qui ont fait des propositions qui sont sur la table actuellement et qui sont en train d'être discutées et par la société civile et par les partis politiques. Mais très honnêtement, Pierre-Édouard, je doute fort qu'en si peu de temps, nous sommes quand même à 5 jours, me semble-t-il, des élections. Une semaine, c'est dimanche prochain. Une semaine, qu'on puisse avoir le temps de faire tout ce travail. Mais je crois que c'est pas impossible. Il y a des experts qui ont prédit que si on s'y mettait immédiatement à la date d'aujourd'hui, il serait parfaitement possible de procéder à un réaménagement du calendrier électoral pour permettre que M. Wade se retire du processus électoral. Parce qu'une fois qu'il aura accepté, que les gens auront voté, il sera partie intégrante du suffrage. Et à ce moment-là, techniquement et même politiquement, je me demande comment, d'abord, on va empêcher à M. Wade d'aller voter lui-même, à chacun de ses partisans qui décideraient du PDS, qui décideraient de voter pour lui, comment les empêcherait-on de voter? Et à ce moment-là, quelle serait la validité donc du suffrage que nous aurions entre les mains? Et quelle serait encore plus, comme vous le disiez tout à l'heure, la validité, n'est-ce pas, des rendus du Conseil constitutionnel. Vous, personnellement, vous êtes pour le report de l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas pour le report. Je suis pour la situation d'un léger réaménagement. Disons, au cas où M. Abdoulaye Wade accepterait de s'en aller, suite à nos injonctions, suite, disons, à la facilitation de M. Obama, de M. Obasanjo, pardon, ce dont je doute fort, je dois vous le dire, parce que Abdoulaye Wade, il est connu comme étant, veuillez m'excuser le terme, comme étant un homme têtu. Et donc, je le vois mal s'en aller. Et de toute façon, il est l'otage d'un carteron, n'est-ce pas, qui ne le laissera jamais faire sans qu'il y ait violence. Vous vous rappelez qu'Abdou Diouf lui-même, lorsqu'il a pris la décision d'annoncer en 2000 sa défaite, certains avaient tenté de l'empêcher de faire ça. Et c'est pour ça qu'il s'était empressé de le faire. Pourtant, on dit de Wade qu'il reste toujours le maître du jeu, en tout cas dans son camp. Je ne suis pas sûr que cela soit vrai. Je crois que les vrais maîtres du jeu, ce sont ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles. C'est ceux que nous voyons, qui sont sur le devant de la scène et qui actuellement essaient de tirer les marrons du feu et de préparer l'après-Wade. Oui, Jacques Habib Sy, le Sénégal est en campagne électorale depuis 2 semaines. Que pensez-vous de cette campagne qui ne l'est que de nom, selon certains? Il faut dire que la campagne est timorée et il est triste que justement les candidats n'aient pas eu la pleine possibilité de pouvoir s'exprimer sur les grands problèmes qui hantent le devenir du Sénégal. Parce qu'en réalité, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Achille Bembe, lorsqu'il dit que nous sommes dans la post-colonie. Nous ne sommes pas dans la post-colonie, nous sommes dans la néo-colonie. C'est-à-dire, essentiellement, on peut tenir que le Sénégal n'est jamais sorti épistémologiquement du modèle colonial. Nous en sommes sortis formellement, mais lorsque vous regardez bien le système qui a été mis en place ici, il n'a pas changé pour l'essentiel.
Les mêmes industries sont encore là. Il y en a certaines autres qui sont parties. Ce sont les industries de substitution d'importation. Le taux de croissance de 4%, bon an, mal an, et 7% parfois, dont se targue le régime, ainsi que d'ailleurs les régimes passés, ce sont des taux de croissance dont il faut extraire une majorité de pourcentage venant des sociétés transnationales et du secteur privé étranger halogène. Et donc ceci nous laisse avec un taux de croissance extrêmement médiocre d'environ 2 à 3%. C'est pas avec cela que nous allons permettre aux 300 000 salariés, secteur public et privé confondus, de pouvoir faire face à l'extrême pauvreté. Nous avons que 300 000 salariés sur 12 millions d'habitants dans ce Sénégal-ci. Deuxièmement, vous avez le secteur primaire qui est pratiquement liquéfié. C'est-à-dire, vous avez un secteur primaire. D'ailleurs, les chiffres sont surfaits. Les tonnages qui sont indiqués en ce qui concerne de production, la production du riz, etc., sont des chiffres évidemment surfaits. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe sur le terrain, vous vous rendez compte que la production est non seulement médiocre, mais que nous sommes menacés actuellement par une famine. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans l'œil du cyclone et qu'il faut changer complètement ce modèle économique. Alors, l'une des questions qui revient le plus souvent, tout à l'heure, on était en train d'en discuter dans une radio de la place, c'est, au fond, est-ce qu'on peut faire le développement sans la Banque mondiale, sans les institutions de Bretton Woods, sans l'ajustement structurel, quel que soit le nom qu'on lui donne. Aujourd'hui, il s'appelle document de stratégie de réduction de la pauvreté. Demain, il s'appellera autrement. Je crois que c'est là où gît le problème, où gît le mal du Sénégal. Tant que le Sénégal n'aura pas repris en main son propre destin, en nettoyant tout ce qui a trait à la malgouvernance et qui fait partir des centaines de milliards, n'est-ce pas, qu'il est soustrait de la communauté nationale, sans compter la fuite des capitaux, sans compter maintenant, évidemment, le blanchiment des capitaux qui prend des proportions assez extrêmes. Il faut, je pense, nettoyer. Une fois qu'on aura nettoyé, le peu que nous avons, il faudra que nous veillions à ce qu'à travers un système à la fois institutionnel et politique de justice sociale, que le peu que nous avons, nous puissions le partager de façon amène entre les différents segments de la société. Il faudra aussi que nous veillions à créer des emplois. Ce régime a été incapable, et d'ailleurs le président Wade a reconnu cela, a été incapable de créer des emplois. Ce n'est pas les quelques dizaines de milliers d'emplois, et souvent des emplois temporaires, qui vont régler le problème. Côté offre politique, que peut-on retenir de cette campagne? Alors, côté offre politique, je crois qu'il y a un début, n'est-ce pas, de discussion qui s'est installé. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, on a vu que dans tous les sites web, on a installé, n'est-ce pas, des systèmes performants de messagerie qui permettent aux gens de donner leur point de vue sur l'offre politique. Et nous avons vu, évidemment, des programmes. Mais il y a beaucoup à dire sur ces programmes-là. Oui. Souvent, c'est un chapelet, une litanie, n'est-ce pas, de promesses, etc., mais sans les chiffres d'usage. Lorsque vous dites que vous êtes capable de créer un système de train à grand écartement, sans donner les chiffres, n'est-ce pas, à partir desquels, les sources à partir desquelles vous allez financer de tels projets, évidemment, ça devient très problématique. Et malheureusement, très peu aussi ont prêté attention à revisiter les fondamentaux de la macroéconomie au Sénégal. Or, c'est là que gît le problème. Il faut qu'on apporte des réponses crédibles au problème de la balance commerciale, qui est structurellement déficitaire, la balance des paiements, et qu'on fasse très attention à faire en sorte que la dette extérieure puisse être gérée, qu'elle ne dépasse pas des limites quand même qui deviennent indécentes en si peu de temps. Il faut évidemment un ensemble de mesures à la fois institutionnelles et sectorielles qui puissent permettre au Sénégal de sortir de cet étau-là. Oui. Mais cela, ce n'est qu'un programme, n'est-ce pas, de réforme. Il faut aller au-delà des réformes. C'est cela mon problème, justement. Les candidats parlent de réformes là où on devrait utiliser des mesures beaucoup plus radicales, n'est-ce pas,
de retournement du modèle épistémologique qui a cours jusqu'ici, n'est-ce pas, c'est-à-dire le tout marché, donc le néolibéralisme qui actuellement est en cours et semble avoir pris le dessus sur toutes les autres considérations. Oui, si la campagne est aussi pauvre en programme, c'est parce que peut-être également il y a un électorat qui n'est pas assez exigeant avec ceux qui aspirent à le diriger. Ce qui fait cela, Pierre-Édouard, c'est que malheureusement, les intellectuels, la classe intellectuelle, l'intelligentsia, n'a pas toujours pleinement joué son rôle. L'intelligentsia elle-même est partie du problème, parce que je ne parle pas des quelques exceptions que nous avons ici et là, des gens très courageux qui se battent et qui s'impliquent dans la lutte quotidienne des masses populaires. Mais la grande majorité des intellectuels, malheureusement, est préoccupée par le perdiémisme, c'est-à-dire la recherche de marché, etc., pour pouvoir joindre les deux bouts. Et elle est préoccupée par d'autres considérations. Et même lorsque la société civile, parfois, fait appel à elle, elle exige évidemment d'être payée, et il y a très peu de militants au sens où nous les voyons dans les pays anglophones comme le Nigeria par exemple, où vous voyez des docteurs d'État, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont impliqués à une échelle la plus, disons, basse possible pour pouvoir faire passer le message de mobilisation, le message de conscientisation qui revient à l'intelligentsia. Donc elle est partie du problème. Mais ayant dit cela, je crois qu'il faut noter depuis quelque temps un regain de confiance en soi. Il faut noter que les intellectuels, par exemple dans le combat constitutionnel que la classe politique avait mené, ils sont venus, et de tout leur poids, l'écrasante majorité des constitutionnels de ce pays ont reconnu que M. Wade avait tort, que M. Wade n'avait pas droit à un troisième mandat. Mais Wade dit que c'est des politiciens encagoulés. Oh, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Pour ceux qui connaissent la plupart de ces professeurs, ils ne sont pas impliqués dans les partis politiques. Certains, oui, mais pas tous. Jacques Habib Sy, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Opinion, mesdames et messieurs, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.